un peu présomptueux, je crois, de vouloir faire la leçon aux jeunes et de vouloir leur indiquer quoi faire, et surtout si nous faisons un bilan de ce que nous avons laissé à ce pays et de ce que vit ce pays en ce moment, n'est-ce pas? Et je me souviens qu'il y avait un professeur qui me répétait, mais qui était déjà plus âgé que moi, quand on était à l'école, si jeunesse savait, non, si vieillesse savait, c'est bien ça? Si jeunesse savait, c'est vieillesse savait. Voilà, voilà. Donc, en fait, moi je crois que très souvent, la vieillesse n'est pas forcément, surtout dans un pays comme le nôtre, une représentation digne de ce que devrait être la connaissance. Les jeunes aujourd'hui devraient non seulement avoir la vigueur de la jeunesse, l'ouverture et le courage que comporte la jeunesse, mais aussi accumuler un savoir qui nous permette de lier les deux choses sans attendre d'être vieux pour répéter la vigueur de la jeunesse et se vanter des connaissances. Je crois que ce concours national de dissertation scolaire sur l'éducation, le poids de l'éducation en particulier, devrait être une occasion pour les jeunes de sortir des sentiers battus, de ne pas répéter les études dont sont même des tiroirs des organisations internationales et des ministères d'Haïti sur le bilan de l'éducation, les programmes et le ministère en fait pas mal, et les ministères en fait pas mal, les Nations Unies de mieux. Donc, il faut essayer de penser d'une façon nouvelle votre éducation. Quelle éducation avons-nous? J'ai fait un film qui s'appelle La vraie révolution en Haïti, une éducation de qualité pour tous. Pas seule la révolution. Beaucoup de monde se gargarise le mot révolution, on parle beaucoup de révolution, mais il y a des révolutions qui sont de fausses révolutions. Il y a des révolutions qui ne sont pas du tout de révolutions. Il y a des révolutions qui sont des révolutions à moitié, d'autres qui sont des révolutions faillies. Une vraie révolution comporte un changement sérieux de la réalité et des mentalités. Donc je crois que l'éducation, une éducation de qualité pour tous, ce sera ça la vraie révolution. Donc, et pour cela, c'est inclus dans le bilan additionnel des 200 instituts d'école qui ne marchent pas, tous les élèves qui ne peuvent pas pouvoir aller à l'école cette année, qui ont mal à l'école. Je crois que c'est ce qu'il faut dire de l'éducation. C'est que c'est une éducation très mal conçue, très mal orientée. D'abord, parce que c'est trop basé, c'est ça, il faut savoir le monde. Et finalement, lutter contre cette situation, on s'est basé sur le paraître, contre les gens, le marguerisme. On a parlé des formules, on cite un peu et tout cela pour paraître le savoir, le concept et tromper son nom. Donc déjà, que ce soit didactique, pédagogique, éthique, c'est une façon très mauvaise de poser la question à l'éducation. Enfin, définition, l'éducation ne sert qu'à une chose, à nous permettre d'utiliser le plus puissant ordinateur qui existe encore au monde, qui est le cerveau. C'est nous apprendre à réfléchir de façon critique afin de bien poser les problèmes, donc de prendre les bonnes décisions et d'agir. Cela comporte
une façon d'apprentissage différente et une formation des professeurs. Nous avons gros problème de formation d'enseignants. Je peux vous raconter une anecdote que j'ai vécue au Burkina Faso, de Ibrahim Traoré actuellement, n'est-ce pas? Donc tout le monde connaît un peu le Burkina Faso, la guerre des hommes et des familles d'air. J'ai été à plusieurs reprises, 5 reprises au Burkina Faso. Et une fois que j'y étais, j'ai vu des enfants avec pieds nus, avec des livres sous le bras. J'ai dit à mon guide, mais on continue, il me dit ça. Et il m'a invité à le suivre et on est arrivé dans sa classe des bancs rudimentairement construits. La classe avait commencé, donc les élèves se sont assis discrètement. Et nous aussi, très discrètement, on a commencé à observer ça. Et j'ai entendu un professeur, c'était une classe primaire, s'exprimer quand il parlait de sciences naturelles. Et j'ai compris, et ça m'a fait un effet que j'ai dit à mon guide, regarde ça, un professeur d'école primaire qui sait de quoi il parle, qui sait comment transmettre ses connaissances aux élèves, qui domine tellement bien cette langue qu'il utilise pour transmettre la connaissance. J'ai pensé tout de suite à mon pays, j'ai pensé à Haïti. Et j'ai dit, si nous avions de pareils professeurs en Haïti, on irait loin. Et le Burkina Faso, à ce moment-là, qui a un rôle de leur capitale presque égal au nôtre, eh bien, j'ai pensé ce pays qui va loin avec l'éducation que ses enfants sont en train de recevoir, avec si peu de moyens, mais avec une volonté, c'était une volonté politique. Il y avait alors Blaise Compaoré, qui était pas vraiment un dictateur, mais quelqu'un qui avait trempé dans l'assassinat de Thomas Sankara, comme ça. Mais malgré ça, à l'intérieur de ce régime, était en train de se constituer une nouvelle classe politique, une nouvelle classe de gens formés et bien éduqués. Et probablement, Traoré et les autres qui sont autour de lui maintenant sont passés par ces classes-là. Donc, moi, je crois, pour revenir à ce que je disais, il faut des professeurs bien formés et une éducation qui soit basée sur la connaissance réelle, basée sur l'apprentissage sérieux et pas sur la répétition par cœur de formules apprises. Et là, je passe à la question de la langue. Le problème du créole et du français. C'est un problème beaucoup plus sérieux qu'on le croit et qui échappe, je crois, pour l'affronter, résoudre à toute forme de démagogie. Toutes les études faites ici, ailleurs, depuis très longtemps, démontrent qu'on ne peut apprendre bien que dans sa langue maternelle. Et il faut partir de cette réalité pour mieux apprendre les autres langues. Mais ici, on fait beaucoup de fiction. On a vu, toutes les lois, toutes les constitutions parlent de l'éducation libre, c'est toujours le haut niveau, mais ça reste, quand c'est magique, ça reste dans les paroles. Il suffit que ce soit quelque part, que ce soit dit, on voit que c'est déjà la réalité. Donc, en Haïti, même au lycée français où j'étais professeur, on a tout le temps que tous les élèves parlaient anglais. Donc, vous imaginez. Donc, le français en Haïti n'est pas une langue que l'on parle, elle est comprise par deux gens, mais pour que nous dominions le français, la première fois nous pouvions l'utiliser pour nos études et pour nos connaissances, il faut que nous considérions que ce soit une langue seconde. Nous apprenons en créole, nous utilisons le créole pour que le langage et pensée puissent bien fonctionner, et nous apprenons le français pour bien le parler. Et pas pour faire, pas pour continuer à entretenir celui que nous avons deuxième, que nous sommes les francophones et parlons. Donc, ça, c'est
quelque chose de crois indispensable. Ça va faciliter beaucoup la tâche de nos professeurs qui, quelquefois, s'efforcent, j'ai assisté à l'exercice également, de transmettre des connaissances, mais comme ils ne dominent pas la langue, ils utilisent pour transmettre ces connaissances, donc ils s'empêtrent à ne plus finir. Et voilà, on finira, on perdra tout le complexe qu'on a en général, qui est un complexe orthophonique, c'est-à-dire de prononciation, qui est à le R, le U, eh bien, nous allons nous débarrasser de tous ces complexes et nous allons pouvoir nous occuper de l'essentiel qui est le contenu de ce que nous enseignons. Donc là, non seulement nous avons besoin de bons professeurs, nous avons besoin de bons contenus, de contenus adaptés à notre réalité, qui nous permettent de comprendre cette réalité pour prendre des bonnes décisions par rapport à cette réalité et pour transformer cette réalité. Et notre éducation n'est pas faite dans ce sens. Je ne veux pas parler trop longuement, mais si vous permettez, je vais passer 5 minutes, parce que j'étais à cette partie. Et quand je suis sorti, moi, d'une école qui était considérée comme une école presque élitiste, le petit séminaire de l'essentiel de Félix. Et quand je suis arrivé en Europe, exilé et en même temps étudiant, c'est là que j'ai compris au contact des jeunes Européens que je ne comprenais jamais, que je n'avais rien appris de l'école d'où je venais, qui était une école soi-disant d'élite, pour me confronter à la langue. Je ne comprenais rien au point qu'Artino, les gens me disaient que ça se trouve à l'est. L'est, ça signifiait rien pour moi. À 200 mètres, ça signifiait rien pour moi. Jean-Marie Desbrades, à mon âge, me disait, il a demandé un jour à ses élèves, parce qu'il se rendait compte qu'on ne pouvait pas utiliser des mesures. Combien penses-tu que mesure ton pied? Il lui a dit 3 mètres. Parce que pour lui, mètre, centimètre, ça ne veut rien dire du tout. Ce qu'on fait, c'est apprendre par cœur des formules de littérature dans les livres, etc. On est loin de nos ancêtres les Gaulois, oui, c'est vrai, mais on n'a pas aussi beaucoup de l'ordre. Donc il faut revoir tous les contenus dans l'enseignement scientifique, dans l'enseignement littéraire, dans l'enseignement des langues. Nous allons bien apprendre le français, puisque c'est une langue seconde, et nous allons apprendre les autres langues qui nous sont utiles. L'anglais et l'espagnol, qui ne pas être totalement isolés dans la Caraïbe et dans le continent. Bon, et qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Le problème de la langue, le problème du territoire. Nous ne connaissons pas le territoire, nous n'avons pas les critères qui nous permettent de bien habiter ce territoire, donc nous habitons très mal notre pays. Et c'est horrible. Notre maison, la maison haïtienne, c'est les 1750 km² que constitue la superficie de ce pays. Eh bien, nous comprenons de cette manière. Cette maison-là, là où il est prévu d'avoir le salon, c'est là que nous allons nous parler. Nous allons au salon. Et puis la cuisine, on dort dans la cuisine. Et puis, voilà, c'est un peu ça. On ne s'occupe pas. Il faut qu'à l'école, on enseigne déjà aux enfants à aménager le territoire, à le protéger, à protéger l'environnement qui est notre bien commun fondamental. C'est ça le civisme. C'est définir le bien commun fondamental et en prendre le soin. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Il faut en aménager ce territoire, savoir où l'on va attirer les autorités, où l'on va construire des usines, où on va faire de l'agriculture et où il y a des zones, des familles bien protégées qu'on ne va pas toucher. Et on a fini là-dessus aussi, ça fait 5 ans dans la mer. La mer nous a tous ces déboires avec nous, les habitants de ce pays. Donc il faut une éducation à l'environnement tout de suite. Et là aussi, quand j'ai fait le film
la vraie révolution en Haïti, c'est une éducation gratuite pour tous. Je croyais que ça allait devenir un slogan. On a répété partout, la vraie révolution, l'éducation de qualité pour tous. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas vécu. Mais après, j'ai un slogan, une autre formule que j'utilise, qui est un peu sincère, mais je le fais exprès. Je l'explique. Dans ce pays, il faut consacrer 40% du budget national à l'éducation, 40% à l'environnement et 20% pour tout le reste. Bon, ça pourrait être 30% pour l'éducation, 30% pour l'environnement et 40% pour tout le reste. Parce que, quand, après la guerre, la dernière guerre mondiale en Europe, les pays du Sud, comme les pays européens, la Pologne et l'Allemagne elle-même, tous ces pays ont pu survivre parce qu'on a consacré des parties énormes du budget national à l'éducation. De même, il a été dans les pays asiatiques. Au Japon, on vient dans les fameux du Japon et asiatique, n'est-ce pas? Taïwan, Sud-Corée, Singapour, etc. Ils ont consacré la majeure partie, mais une très grande partie de leur budget à l'éducation. Et quand vous faites une dissertation, malheureusement, on ne voit pas beaucoup d'élèves dans la salle, mais quand vous faites votre dissertation, vous n'allez pas débiter tout ce qui a été déjà dit, écrit sur l'éducation. Vous allez dire que dans cette éducation, ce qu'il faut avant tout regarder le budget de l'État pour voir s'il y a une volonté politique réelle de faire d'éduquer ce peuple, d'éduquer ses enfants. Donc, et là, je passe à ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Éduquer à la citoyenneté en Haïti, il y a d'abord des choses très simples. Je disais, je vais dans une fête, dans une organisation internationale, on passe l'hymne national. Haïti, personne ne chante parce que personne ne connaît l'hymne national. D'abord, on ne sait pas s'il faut chanter le français ou le créole, et déjà il y a un dilemme dans ceux qui ne connaissent ni le français ni le créole. On passe l'hymne national du pays, il nous invite. On est la majorité, on dit bien, mais cette minorité qui est là entend avec force son hymne national. Personne parmi eux, je les observe, qui ne sache son hymne national. Pourquoi en Haïti, on parle du drapeau, de la fête du drapeau, nous ne saurions pas même notre hymne national. Donc, il y a des choses aussi simples, il y a des choses beaucoup plus compliquées, plus complexes, disons, dans l'éducation civique. L'éducation civique, c'est l'amour des territoires, apprendre comment habiter ce territoire, défendre l'environnement depuis la plus grande enfance. J'ai une fille qui m'a vu un jour, par exemple, je me promenais avec elle, elle avait 5 ans à peine. Je ne sais pas, un steak. Je mangeais un bonbon et j'étais dans la rue de l'enveloppe du bonbon. Il m'a dit, papa, ramasse. J'ai tout ramassé dans l'enveloppe du bonbon. Parce qu'elle savait que ce n'était pas drôle. Nous devons cultiver quelque chose. Et moi, c'est ce que j'ai conseillé à mes enfants. L'amour du vrai, de la vérité. Nous sommes dans un pays où personne ne tient au respect de ses promesses dans un pays où l'amour du beau, l'amour du bon, être solidaire entre nous. C'est ça l'éducation à la citoyenneté. Apprendre, on ne peut pas s'occuper seulement de son intérêt personnel. Par exemple, on nettoie la maison. J'ai fait l'expérience à la maison. On nettoie sa maison, on balaie, on jette dans la cour devant et on voit que là, notre tâche est finie. On ne s'occupe pas de ce qui va advenir plus loin des 2 mètres qui sont devant notre maison. La pluie tombe, on jette tous les immondices dans les ravines
on met les immondices à Cité Soleil, dans la mer, on s'en fiche, puisqu'on n'a plus d'immondices ce soir. Donc, il faut s'intéresser évidemment à notre propre bien personnel, mais la citoyenneté, c'est s'intéresser au bien commun, au bien de tout le pays et de tous les autres frères, même s'ils ne sont pas à côté de nous, même s'ils ne sont pas des frères d'une famille élargie, mais des concitoyens. Et puis, donc voilà les préceptes que moi j'ai utilisés très souvent dans l'éducation des enfants. Évidemment, ce ne sont pas des préceptes immuables, ça vient de Platon, l'amour du vrai, du bon et du beau. Ça change, les critères changent avec l'histoire, évidemment. Ce qui était beau avant n'est plus la même chose, mais nous devons cultiver l'amour du beau également, de notre rue propre. Je me suis promené, la première fois que j'étais en Afrique, je cherchais des immondices pour les coins de Yaoundé ou bien du Burkina Faso. Je n'en ai pas trouvé. Et les Haïtiens se permettaient de regarder de haut avec même un certain mépris et les affaires. Mais je n'ai pas trouvé. Donc, parce qu'il y a une culture du beau, il y a nos artistes dans ce pays qui font du beau. Et ce sont nos meilleurs fils. Donc, il faut qu'à l'école, il y ait une sensibilité à l'éducation artistique également. Et peut-être il y a des dissertations sur ce. Et vient de mourir quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelle José Mujica. C'était le président de l'Uruguay. Quand j'étais à Montevideo, j'ai été avec lui, j'ai fait un film sur lui-même. Et la leçon que nous devons tous apprendre de ce président est un président modèle hors cadre, qui est le Nelson Mandela de l'Amérique latine. Eh bien, quel est l'enseignement fondamental de quoi vous mettez sa mission? C'est sa simplicité et son honnêteté. Il a été aux affaires, il a été président. Nous avons passé 14 ans de prison, dont 2 dans un cachot. Et ce cachot, c'était un puits pour lui servir à manger et à boire. On glissait, on attachait la nourriture à une corde, on glissait au fond du puits pour qu'il puisse manger. Et ce monsieur a été au pouvoir, respecté tout le monde entier, et sorti de prison. Une organisation. Et il a été sous Mandela et il s'est occupé du bonheur de son peuple, qui faisait son bonheur personnel aussi. Mais au lieu de s'occuper de rouler 90% de ses émoluments, il les a utilisés pour une œuvre sociale. Il a continué à utiliser la même petite voiture qu'il avait. Dans mon film, l'affirme haut et fort sa détestation des sirènes, des gens qui courent dans les rues avec force démonstration, force, c'est-à-dire sirènes, voitures, etc., comme nous les voyons tous les jours dans les rues. Et il a utilisé le budget de l'État avec austérité pour faire de son peuple un peuple heureux. Dans la mesure où en Haïti, on enlève le barbarisme et cette idéologie, cette philosophie qui paraît, ce qui est important, c'est bien la pompe, bien tout simplement démontrer qu'on est plus fort, où est la plus d'argent que l'autre, etc., etc. Et que ce qui est important, c'est comment on est l'être est plus important que le passé. Il ne faut pas enseigner ça. Quand tu es à l'école, tu as un élève par exemple. Moi, mes amis, à l'université, votre devoir, vous pouvez le faire en créole ou en français. Pourvu que ce soit une langue humainement compréhensible. Et quand il le faisait en créole, ce n'était pas en français parce que c'était une question d'articulation des idées. On ne leur avait pas appris à penser et à s'exprimer à l'école secondaire. Donc, quand ils sont à l'université, par des génies,
prennent tout sur la table. Mais ils essayaient, dans le devoir, et je le comprenais tout de suite, uniquement de m'éblouir par des phrases toutes faites, par des lieux communs. Et des fois, il y en a d'autres qui venaient et me disaient, professeur, vous êtes sensible aux problèmes sociaux. Écoutez, non, moi j'ai été sujet avec des problèmes familiaux, d'argent. Donc, s'il vous plaît, tenez ça en considération, donnez-moi une bonne note. Donc, en Haïti, je cite mes films, j'ai fait un film sur le tremblement de terre. Et il y a une psychologue qui intervient dans ce film, qui dit que dans notre pays, Haïti, à son avis, la corruption et l'impunité ont fait plus de tort que le tremblement de terre de 2010 avec ces dizaines de milliers de morts. Si, en sortant de l'école, nous arrivons à voir des élèves, bien d'anciens élèves, qui soient décidés à en finir avec la corruption dans ce pays, à en finir avec l'impunité, nous aurons franchi un pas immense et la révolution sera faite. Parce que nous sommes freinés par ces deux fléaux depuis l'indépendance, la corruption et l'impunité. Et encore aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter sur l'actualité politique, mais vous en avez vu suffisamment à travers tout ce qui circule, tout ce qui se dit, tout ce qui se dit. La corruption est un fléau, un mal mortel pour ce pays. Et l'impunité garantit la corruption. Tout comme la corruption garantit l'impunité. Il y a un exemple même très récent que nous pourrions citer. Alors, et quoi d'autre? Et ben voilà, je crois qu'en sortant de l'école, surtout ceux qui viennent des écoles défavorisées, je crois que pour avancer, il y a ce qu'on appelle les complexes et le ressentiment. Personne avec de la haine, avec du ressentiment, n'a pu faire sortir son pays de l'arriération ou bien de la misère. Il faut avoir une certaine hauteur de vue. Et c'est à l'école que vous apprenez à avoir une hauteur de vue. C'est à l'école que vous apprenez à comprendre que les choses doivent être mises en perspective. Je cite souvent la Rochefoucauld qui disait il faut avoir de bonnes perspectives, même dans les petites choses. Dommage, notre école nous enseigne à avoir de petites perspectives, même dans les grandes choses. Parce que, tout comme Malice, nous pensons que tous les autres sont des rookies et nous essayons de jouer au malin à la première occasion, à l'intelligent, comme on dit en Haïti, qui est de tromper son concitoyen, de tromper son pays, de tromper les institutions.